Bienvenue à vous, donc Xavier Titelman, ancien aviateur militaire. Vous êtes aujourd'hui l'un des analystes les plus écoutés en France sur l'Ukraine. Vous y étiez il y a peu de temps encore. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines exactement. Donc vous nous ferez part de votre expérience très concrète et vous êtes aussi le rédacteur en chef, c'est ça, de Air et Cosmos. Digital, du site web. Digital, mais on fera une petite référence à un article que vous avez notamment écrit cette semaine sur les États-Unis qui auraient espionné le tir nord-coréen qui a eu lieu il y a quelques jours, plus que conditionnel. Donc maintenant, on va ouvrir la page qui concerne les Houthis du Yémen. J'en parlais longuement avec Pascal Boniface, mais c'est un sujet qui continue de monter en pression. Et regardez la preuve, Emmanuel Macron vient de réagir sur le sujet. Regardez. Et j'ai une pensée en cet instant pour vos camarades de la FINUL, mais aussi en mer Rouge, où la menace des Houthis sur la liberté de navigation est intolérable. Et je salue l'implication, encore une fois, de nos forces et le rôle essentiel que nous avons joué ces dernières semaines et tout particulièrement ces derniers jours pour protéger certains de nos alliés, de nos partenaires, sauver des vies. Alors on va prendre le temps d'en parler. Je voudrais vous soumettre des images qui nous ont interpellés aujourd'hui, parce qu'ils vont un peu plus loin, les Houthis du Yémen. Ces images, on les a vues, on va les revoir, diffusées par le site Nexta. C'est vendu, proposé par la propagande, comme une mobilisation générale qui aurait commencé dans la partie nord du pays, contrôlée donc par ces Houthis. Et l'objectif, ce serait d'envoyer des combattants à Gaza directement. C'est ce que dit en tout cas le bureau politique de la branche qui est concernée. Ils ont annoncé fin octobre qu'ils voulaient être en guerre, combattre Israël. Et donc, voilà dans quel contexte on se place. Encore une fois, parce qu'on ne se laisse pas absorber par la communication, surtout dans ce cadre-là, on est clair, ces hommes-là ne rentreront pas dans Gaza. Bien sûr, il n'y a aucune chance. Déjà, pour sortir de Gaza, c'est quasiment impossible. Pour y rentrer, il y a des contrôles absolument improbables. Les frontières sont totalement hermétiques, évidemment, que ce soit avec Israël, mais avec l'Égypte également, qui ne prend pas de réfugiés. Aucun pays ne veut prendre de réfugiés venant de la bande de Gaza. Et puis il y a aussi cette forme d'hypocrisie de la part des dirigeants arabes qui aujourd'hui, en fait, seraient très heureux que Israël réussisse à détruire le Hamas. Ils ne le disent pas. C'est ce que vous... c'est une certitude. C'est votre analyse, c'est votre certitude. Qu'on soit la Jordanie, qu'on soit n'importe quel pays autour, tous ces pays qui sont opposés, les Émirats, l'Arabie Saoudite, ce bloc Iran, Hamas, Houthis, avec les technologies russes derrière pour pouvoir faire des bombardements à longue distance, pour avoir des missiles anti-chars qui sont utilisés parfois dans des attentats. Le monde arabe voudrait la fin des Houthis. L'Arabie Saoudite, les Émirats sont impliqués. Tous ces pays voudraient ne pas avoir de Hamas, puisque les frères musulmans en Égypte, on sait à quel point c'est une force de déstabilisation. Et il y a même une hypocrisie de la part de ces pays qui aujourd'hui montent une flotte pour pouvoir protéger, puisque là, c'est pas nous qui sommes attaqués, c'est l'Égypte qui est attaquée, c'est eux qui vont perdre de l'argent, c'est les pays arabes qui vont perdre énormément parce que le prix du pétrole, finalement, il va devoir baisser pour pouvoir passer beaucoup plus loin. Le détroit, le passage entre la mer Rouge et la mer Méditerranée. On voit bien la carte. Et évidemment, les bateaux ne peuvent plus passer par là, donc il n'y aura plus de passage par l'Égypte, donc il n'y aura plus d'argent qui va leur revenir. Donc ils font en ce moment une flottille pour essayer de protéger les bateaux qui veulent traverser de l'Asie vers l'Europe, mais ils ne veulent pas le dire. Il n'y a que Bahreïn qui a reconnu être présent et vouloir intervenir, alors qu'il y a plus d'une dizaine de pays arabes. Parce qu'ils ont peur, ces pays ont peur de l'opinion nationale. S'en prendre à des Houthis qui soutiennent le Hamas, aujourd'hui c'est mal vu, y compris dans le monde arabe. Et donc il y a cette peur de la rue arabe par les dirigeants arabes qui font qu'ils n'osent même plus assumer le fait que c'est dans leur intérêt d'empêcher des groupes terroristes d'agir. Alors je vais préciser pourquoi tous ces navires et les armateurs ne veulent plus passer par là. C'est parce qu'il y a quand même plusieurs attaques. On est dans du concret déjà depuis plusieurs semaines avec ces Houthis du Yémen. Ils ne sont pas que dans la démonstration en images. Ils ont frappé encore il y a quelques jours, je le disais, un navire norvégien dans cette mer Rouge. À quel point, selon vos relais, vos informations, la situation, elle est prise au sérieux? On a quand même un indice. C'est qu'il y a une task force qui a été créée, une initiative des États-Unis, mais je crois que c'est 39 pays, c'est ça, qui sont consolidés pour tenter de freiner cette situation. À quel point elle est vue comme explosive, cette situation? Évidemment, ça pourrait se dégrader très fortement. Aujourd'hui, ils n'ont pas touché de bateaux majeurs. Mais si on imaginait, je n'ai même pas parlé de la dimension écologique, mais s'il y avait un pétrolier qui était touché avec des centaines de milliers de tonnes de pétrole qui étaient déversées dans la zone, ce serait une catastrophe. Mais économiquement, ça veut dire que tout le flux pétrolier
si je ne dis pas de bêtises, c'est 40% des flux pétroliers maritimes mondiaux passent dans la zone. Si ça devait passer par le sud, ça veut dire qu'on paye plus cher notre énergie. Ça veut dire que les pays, notamment les pays du Golfe, doivent baisser le prix de vente de leur carburant pour qu'ils restent compétitifs face à la Norvège, face à d'autres pays producteurs. Donc globalement, ça a un coût très important sur les pays arabes producteurs de carburant, producteurs de pétrole. Donc ça baisse, parce qu'on sait qu'un pays comme l'Arabie Saoudite a beaucoup de difficultés économiques en ce moment. Ils ne sont pas forcément aussi riches que ce qu'ils pouvaient être par le passé. Donc leur budget ne serait plus à l'équilibre à cause de petites dissensions comme celle-là. Et puis en termes purement de sécurité, aujourd'hui, la liberté de navigation, c'est quelque chose qui est important partout dans le monde, parce que tous les achats qu'on va faire qui viennent d'Asie, ils passent également par cette zone. Et s'il fallait avoir des détours très importants, tout va se surenchérir. Cette question sur laquelle j'essaye d'insister, mais de quels moyens disposent réellement ces outils du Yémen? Parce qu'on voit qu'ils sont quand même assez imperturbables et très sûrs d'eux. Vous allez me dire, ils ne vont pas montrer leurs failles et leurs doutes, mais quand même, ils ont une réponse. Les États-Unis menacent avec une task force, etc. Eux disent, non, on n'est pas impressionnés. On va frapper, on va continuer de le faire. Mais est-ce qu'ils ont les moyens de leur confiance derrière? Mais ils n'ont pas les moyens de faire plus que de nous coûter cher. C'est-à-dire que c'est une force asymétrique. C'est un petit peu comme même l'armée ukrainienne qui utilise ces moyens asymétriques avec des navires kamikazes. Mais les États-Unis, il faut se souvenir de l'USS Cole qui a été touché par un petit bateau kamikaze qui avait été touché sur leur flotte. Le jour où ils vont envoyer des dizaines de bateaux kamikazes, eh bien, tout simplement, comment est-ce qu'il faudra les arrêter? Eh bien, il faut une flottille en permanence dans la zone. Mais ils n'ont pas les moyens de l'Iran derrière eux pour avoir une forme de puissance de feu qui permet de toucher quand même à 2000 km avec des missiles et des drones? Capacité technologique, ce n'est pas les rebelles Houthis qui l'ont développé localement tout seuls. Il est clair que derrière, c'est l'Iran, donc c'est la Russie. Les technologies qui sont utilisées aujourd'hui par le Hamas, par les Houthis, quand ils ont bombardé les raffineries saoudiennes il y a 2 ans, quand ils attaquent aujourd'hui à des milliers de kilomètres de distance, quand ils ont été tapés à côté de Dubaï, dans les Émirats, évidemment, ce sont des technologies qui viennent d'Iran, qui est un État proliférant en termes de toutes ces guerres asymétriques, pour pouvoir faire du mal, pour pouvoir produire du terrorisme, pour exporter le terrorisme auprès des États-Unis, de tous leurs alliés, et même des pays arabes qui sont considérés comme n'étant pas favorables à l'Iran. Vous avez dit la Russie aussi. Bien sûr. Les technologies iraniennes sont en fait des technologies russes qui ont été fournies, et ça infuse dans tous ces pays et dans tous ces groupes terroristes. Mais il faut se souvenir de l'histoire de l'URSS. L'URSS, pendant toute la guerre froide, s'est vanté de soutenir les groupes terroristes djihadistes, s'est vanté de faire des dizaines et de produire des dizaines de détournements d'avions chaque année. Et donc le directeur du KGB à l'époque se vantait d'avoir réussi l'année dernière à faire plus d'une 50aine de détournements d'avions. Donc finalement, cette proximité entre l'URSS, ses proxys, et puis les groupes terroristes, c'est quelque chose qui est en train d'être réactivé, mais qui n'est absolument pas une nouveauté. Il n'y a pas d'autre action possible que la défense, parce que cette task force, elle n'envisage pas autre chose que la défense. Catherine Colonna, pour la France, quand elle s'est exprimée, elle a parlé d'actes de défense. C'est inenvisageable d'intervenir militairement. Il y a des pays comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats qui sont intervenus militairement sur place, avec d'ailleurs la même violence qu'on reproche aujourd'hui à Israël dans la bande de Gaza. Ils n'ont pas été de main morte, ils ont fait des dizaines de milliers de morts, ils ont provoqué des famines, donc eux, ils sont sur place, ils y vont directement. Et j'imagine très mal les pays, les États-Unis, reproduire par exemple l'exemple de la Somalie. On ne va pas retourner au Yémen comme on a été en Somalie par le passé, donc ce sera certainement une force de protection. On a nos navires qui ont intercepté, grâce à les frégates multimissions, qui ont intercepté des missiles qui étaient lancés. Donc on est capable d'en intercepter une partie. Maintenant, il faut une flotte qui soit d'une certaine densité pour pouvoir systématiquement détruire tout ce que les Houthis vont tirer. Et ça, évidemment, ça nécessite du temps et beaucoup d'argent. On va ouvrir maintenant la page ukrainienne. Donc je le rappelle pour nos téléspectateurs, vous étiez encore sur place il y a 15 jours. Vous connaissez parfaitement, plus que beaucoup d'autres, ce sujet. Et on a vu cet article qui dit que la Russie prépare une offensive majeure à Avdiivka, alors que le sol gèle, et ça c'est un élément important de la discussion. En fait, cet article, il se base sur les propos de la Maison-Blanche. Voilà, parce que c'est le coordinateur du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, qui prévient « Nous avons vu que les Russes souhaitent mener des opérations offensives, notamment à l'est, autour d'Avdiivka. Nous avons toutes les raisons de croire que le gel du sol vers la fin janvier et la fin février permettra aux forces russes de se déplacer plus facilement. » Première question, offensive russe imminente et importante sur Avdiivka, pour peut-être en terminer avec cette ville. Vous pensez que c'est tout à fait un scénario crédible? La Russie aujourd'hui est à l'offensive sur la quasi-totalité du front, avec aujourd'hui, c'est de la chair à canon. Ils sont en train de refaire ce qu'ils ont fait à Bakhmout. Bakhmout, je le rappelle, c'est 40 000 pertes de leur source, de leur aveu, 10 000 morts, 30 000 blessés graves irrécupérables, pour prendre
un tas de ruines. Avdiivka, c'est le point central sur lequel ils essayent d'avoir une victoire, parce qu'ils n'ont pas eu d'avancée depuis Bakhmout, qui représentait quasiment rien en termes de superficie, et donc ils veulent refaire la même chose. Ils envoient des vagues les unes après les autres. Et j'ai des combattants francophones, un ancien membre de la Légion en particulier, que j'ai eu au téléphone la semaine dernière, qui me disait, ils nous envoient une vingtaine d'hommes toutes les heures. Et on tue une vingtaine d'hommes toutes les heures. Et au bout de 6 heures, on n'avait plus de munitions. Et nous, on appelait au secours notre logistique pour qu'elle nous fournisse des munitions supplémentaires. Et ils ne sont pas arrivés. Si bien qu'on a dû reculer dans la tranchée suivante, qui était 50 mètres derrière. Mais prendre cette tranchée leur a coûté plus d'une centaine d'hommes aux Russes. C'est ce qu'ils font dans toute la zone. Et on a des chiffres très précis sur les pertes qui sont très très bien documentés avec des drones qui observent partout. Il y a plus de 320 blindés qui ont été perdus par la Russie sur Avdiivka depuis le début du mois d'octobre, contre 25 pertes du côté ukrainien. Un rapport de 1 à 10. Mais les Russes ont mobilisé en masse et considèrent finalement leurs hommes comme des consommables. Et donc il n'est pas sûr que l'Ukraine puisse tenir, puisque vous dites qu'il y a le sujet des munitions et des hommes. On va en parler dans un instant. Je m'arrête juste sur la question du gel du sol, je vais y arriver. Est-ce que vous dites en effet que ce gel bénéficierait aux Russes en l'état actuel des choses? Il bénéficierait à tous ceux qui veulent faire des offensives. Donc aujourd'hui, l'Ukraine est plutôt en mode défensif, va laisser certainement, comme l'année dernière, la Russie tenter des grandes offensives. On se souvient de ce qui s'est passé à Vuhledar l'année dernière, 5000 morts en 3 jours, 100 chars russes détruits en 3 jours, plus tous les équipements qui sont autour. On sait que l'Ukraine est en train de se préparer pour être capable d'encaisser cette future offensive. Maintenant, la Russie, c'est toujours cette même question, jusqu'à où est-elle capable de perdre des hommes et du matériel? Elle ne pourra pas se permettre de perdre encore 10 000 véhicules par an. 10 000 véhicules ont été perdus sur une année par la Russie. Ce rythme est insoutenable de toute façon. Donc la question c'est, jusqu'à quand est-ce que les Russes vont continuer? Et sachant donc que de l'autre côté, du côté des Ukrainiens, il y a un vrai sujet, question hommes, mobilisation et question munitions. D'ailleurs, je vous l'annonce, vers 21h30, nous diffuserons un reportage de notre équipe sur le front de Donetsk qui a constaté clairement ce manque d'hommes, ce manque de munitions. Sur les munitions, d'ailleurs, l'ISW en a parlé, beaucoup d'instituts en parlent, beaucoup d'observateurs, vous le faites également. Et ça a été également dit par les Ukrainiens eux-mêmes, regardez. Aujourd'hui, les troupes ont besoin de munitions. Ces problèmes existent sur l'ensemble de la ligne de front. Je ne dirais pas que l'aide n'est pas fournie. Oui, nous la recevons. Mais les volumes dont nous disposons aujourd'hui ne sont pas suffisants compte tenu de nos besoins. Il parle de toute la ligne de front. Prenons maintenant l'expertise, on s'écarte un peu d'Avdiivka. C'est vrai partout en Ukraine désormais. Oui. Le manque de munitions, c'est du concret partout. Le manque de munitions par rapport à ce que les Russes peuvent faire. Sur le début de la guerre, les Russes tiraient jusqu'à 60 000 coups par jour. Ils étaient descendus à moins de 10 000 coups par jour. Et les Ukrainiens, en ne tirant que 5 ou 6 000 coups, ils avaient l'ascendant, parce qu'ils ont des systèmes qui visent beaucoup mieux, notamment des systèmes occidentaux. D'une manière générale, ils avaient pris la domination dans le domaine de l'artillerie à la fin de l'été. Le problème, c'est que les Russes, avec l'arrivée des obus nord-coréens en particulier, ils ont quasiment multiplié par 3 le nombre de tirs. Et donc maintenant que les Russes sont de nouveau à 25 000 coups par jour, et que les Ukrainiens, au lieu d'être à 6 000, 8 000, ils sont redescendus à 5 000 parce qu'on a arrêté de les soutenir correctement, là, ils sont en grande difficulté. Néanmoins, comme c'est des systèmes qui visent mal, ça permet quand même pas aux Russes de dominer suffisamment pour être capable de casser le front. Il y a un deuxième élément qui est structurant, il faut vraiment l'avoir à l'esprit, c'est que les Ukrainiens produisent énormément de drones kamikazes. Ils en sont à 50 000 drones kamikazes chaque mois. Non. Et ça va même être un peu plus que ça. J'en profite juste pour vous poser une question qui nous tient à cœur. Est-ce que vous dites qu'il faut arrêter le pessimisme total ? Parce que je vous ai relu encore dans une interview du 5 décembre, puisque vous avez eu un prix, le prix Posternak, vous avez été interviewé pour ça. Et vous dites, si on peut avoir l'impression que l'on fournit moins de matériel, cela ne signifie pas une baisse du potentiel opérationnel. Vous dites, quand on fournit moins d'obus, l'Ukraine produit plus de drones kamikazes, et il vaut mieux avoir 1000 drones kamikazes que 5000 obus pour détruire des véhicules. Je prends ça pour vous poser la question, est-ce que vous dites, il faut arrêter le pessimisme concernant l'Ukraine, ça va trop loin, la situation n'est pas si terrible? Si on considère que l'objectif est de reconquérir toute l'Ukraine, de libérer tous les territoires occupés aujourd'hui, le soutien que l'on fournit ne permettra pas de le faire. Par contre, au lieu d'avoir une montée en puissance, c'est-à-dire ce que l'on fournissait à l'Ukraine qui sert de base et qui devait même être en légère montée, puis au-dessus de ça, on ajoute la production locale, les drones kamikazes, les véhicules blindés qui produisent 4 lignes de production sur place. Tout ça devait permettre une montée en puissance qui permettrait notamment de libérer les territoires, notamment vers le sud, reprendre Zaporijjia, Kherson et même la Crimée. Le problème, c'est que notre baisse de la fourniture, elle est compensée par la montée en puissance de la production locale ukrainienne. Donc ils ont une légère montée en force, mais qui n'est pas celle qui était prévue. Et donc aujourd'hui,
Le défaitisme, il n'existe pas dans le sens où ils ne peuvent pas perdre, ils ne vont pas reculer, ils ne vont pas s'effondrer. Il n'y aura pas des centaines de milliers de kilomètres carrés qui vont être occupés supplémentaires. Les Russes ne casseront pas le front. Mais ça se fait à des prix. La résistance ukrainienne a un coût qui est gigantesque. On parle de 10 000 pertes. Des pertes, c'est les morts plus les blessés graves chaque mois. Et on pourrait éviter ça si on avait continué à fournir notre aide. Donc, le pessimisme, au secours, les Russes vont prendre Kharkiv demain et Dnipro et Odessa après-demain, ça non, certainement pas. Rester sur les positions actuelles, c'est tout à fait faisable et les Russes sont en train de se casser les dents à prendre des tas de ruines. Libérer plus de territoire, il faut vraiment qu'on repasse sur une économie de guerre comme on l'a promis dès le début et qu'on ne l'a pas fait. Et ça permettrait effectivement de revenir sur des victoires. Mais les Ukrainiens veulent montrer qu'ils ont des ressources. Donc vous le disiez, ils annoncent la production de drones. 1 million de drones pour 2024, c'est l'annonce de Volodymyr Zelensky cette semaine, regardez. La position des militaires, lors de la réunion de l'état-major général, était qu'ils proposaient de mobiliser 450 000 à 500 000 personnes supplémentaires. C'est un chiffre très important. Et j'ai dit que j'avais besoin de plus d'arguments pour soutenir cette idée. Il s'agit d'une question de personnes, de justice, de capacité de défense et d'une question financière. Est-ce que ce million de drones peut permettre de repousser les attaques russes et pallier vraiment les insuffisances? Très clairement, oui. On fait des statistiques très abouties avec ce qu'on appelle l'OSINT, avec une communauté incroyable, et on sait que 60% des pertes de blindés vient de ces drones. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une efficacité du drone, et les drones remplacent l'artillerie progressivement, même si évidemment les deux sont cumulables, et que les Ukrainiens aimeraient avoir plus d'artillerie et plus de drones à la fois. Mais ils partent de zéro production de drones, ou quelques centaines par mois. Maintenant, ils sont à 50 000 par mois. Des drones kamikazes principalement. Oui. Donc il y a une montée en puissance de toute façon industrielle qui est absolument colossale. Je visite les usines, je vois à quel point ils travaillent dans ce domaine, et oui, il y a une vraie montée en puissance. Maintenant, le fait de mobiliser plus d'hommes, c'est aussi parce qu'on a des forces qui ont été mobilisées au début, qui étaient des volontaires. C'est-à-dire que quasiment les 500 000 premiers engagés sont des gens qui sont venus défendre leur pays pour libérer la sœur qui est en zone occupée, pour que la grand-mère puisse être soignée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les zones occupées. Et ces hommes qui sont engagés, 10% des hommes du pays tiennent le pays. Eux, ils sont fatigués. Eux, il faut les remplacer. Donc, c'est pas pour avoir une armée d'1 million d'hommes au front, ou c'est pas parce qu'il y a 500 000 morts qu'on veut 500 000 personnes de plus. C'est pour organiser des rotations, pour que ceux qui sont devant puissent rester 2 semaines, 1 mois à l'arrière, et tourner, et faire profiter de leur expérience pour que des jeunes puissent monter en puissance. Mais ce que dit Zelensky est fondamental, il faut des formations. Aujourd'hui, il y a 70 000 soldats ukrainiens en formation à l'étranger, donc il faut être capable de continuer à former à l'étranger, il faut des engagements de notre part. Il leur faut du matériel, y compris des fusils individuels. On est très content, par exemple, que la France produise des armes, alors que même l'armée française a fini par acheter à l'étranger. Les Ukrainiens ont défini que c'était les Français qui faisaient des super armes, et ils nous ont passé des commandes. Donc eux, ils ont besoin d'armes individuelles. Ils ont besoin de chars, ils ont besoin de véhicules, ils ont besoin des futurs avions de chasse qui vont arriver prochainement. Bon, visiblement, les Américains, ils veulent leur soumettre une nouvelle stratégie. En tout cas, c'est une information du New York Times qui dit que certains responsables militaires du haut rang du côté des États-Unis suggèrent que l'Ukraine change sa stratégie pour une stratégie du détenir et produire. Oui. C'est-à-dire se concentrer sur la possession du territoire disponible, ça vous en avez déjà parlé, et créer des opportunités pour produire ses propres armes. Donc on vient de parler des drones là, mais les États-Unis veulent que l'Ukraine se concentre vraiment sur sa production pour 2024. Dans quelle mesure l'Ukraine arrive à compenser la baisse du soutien avec une montée en puissance industrielle au-delà même des drones, parce que ça suffira pas? Bien sûr. Est-ce que c'est pas trop tard? Non. Alors, parce qu'il faut les construire, les usines, il faut les sortir, les armes, elles existent. Elles existent. Il y a des usines de tracteurs qui ont été transformées. Il y a des nouvelles usines. Alors, par exemple, quand j'y étais, on m'a annoncé qu'il y a une 4e ligne de production étrangère qui allait être ouverte sur place. Les Allemands avec Rheinmetall, les Anglais avec BAE Systems, les Suédois avec Saab produisent déjà aujourd'hui des blindés en Ukraine. Les Américains vont aussi ouvrir une ligne de production sur place. Il y a le MGCS, ce futur char de combat franco-allemand, etc. Il y a des réflexions abouties, on ne peut pas fournir les chars Leclerc parce qu'on n'en a pas assez, mais il y a des réflexions très intéressantes pour aller sur place. Et ça, je ne parle que des producteurs étrangers qui se sont installés sur place pour produire. Vous avez par exemple, si les véhicules Bogdana, qui sont l'équivalent du César, de l'artillerie César, 6 par mois sont produits. C'est gigantesque.
Et ils ont des systèmes d'assemblage avec des blindés, de modernisation de leurs blindés. Ils intègrent des optiques étrangères, ce qui font qu'à partir d'un char ancien, ils en font des chars modernes. Donc aujourd'hui, les Ukrainiens produisent de plus en plus. Mais je continue à penser qu'on a énormément de stocks qu'on pourrait mobiliser, notamment aux États-Unis. Et pas forcément qu'aux États-Unis, visiblement du côté du Japon, parce que c'est l'une des informations. On essaye de tirer les fils de l'optimisme, hein, vous le voyez. Le Japon pourrait fournir à l'Ukraine des missiles Patriot via les États-Unis. Ça, c'est une information du Washington Post. Tokyo qui pourrait officialiser ça dès vendredi. Des amendements à la législation pour pouvoir passer ces armes en août et en novembre. Biden avait déjà discuter de la situation comme ça avec le Premier ministre japonais. À l'avenir, Washington, qui a toujours son aide bloquée, maintenant c'est acté, on sonne rendez-vous en janvier 2024. Oui. Mais est-ce que Washington peut compter sur l'aide d'autres pays dont on ne parle pas, qu'on invisibilise peut-être un peu, mais qui sont dans l'opposition également à la Russie? J'étais au Maroc il n'y a pas longtemps, ils sont très fiers de dire que les chars T-72 marocains, revendus aux Pays-Bas, vont arriver en Ukraine prochainement. Quand on regarde l'Asie, la Corée du Sud, Taïwan, la Birmanie, le Cambodge, pardon, le Japon fournissent du matériel, parfois de manière indirecte. Même la Suisse a revendu ses chars à l'Allemagne. Pourquoi faire? Pour que l'Allemagne puisse donner ses propres chars à l'Ukraine. Donc il y a un jeu de chaises musicales pour que même des pays qui apparaissent neutres, mais on parle des Émirats, on parle de l'Azerbaïdjan, on parle de beaucoup de pays, la Colombie également qui a offert des systèmes de déminage, qui a fourni également des formations. Donc il y a plein de pays autour de cette coalition, autour de l'Ukraine. C'est pas l'OTAN, c'est pas juste les États-Unis, c'est pas juste l'Europe. Donc il faut élargir un peu notre champ. Autour de la Russie, il y a la Corée du Nord et l'Iran, mais autour de l'Ukraine, on a des dizaines et des dizaines de pays. Bon, il y a un autre sujet quand même pour l'Ukraine. On ne peut pas dire que tout va bien. C'est la question de la mobilisation. D'ailleurs, même l'état-major des forces armées ukrainiennes met la pression sur le président ukrainien pour dire qu'il nous faut 450 000 à 500 000 personnes supplémentaires. La décision, elle n'a pas été prise et pour cause. Volodymyr Zelensky, il dit en gros, c'est un calcul mathématique, il y a en moyenne 6 contribuables par militaire, dit-il. Si nous mobilisons 500 000 personnes maintenant, où trouverons-nous 3 millions de contribuables? En gros, moi, je veux bien, mais j'ai la limite de mon pays, j'ai la limite de sa population, je ne peux pas pousser les murs. Là, il est bloqué. Là, clairement, en revanche, il y a un angle mort, il est bloqué. Bien sûr, mais d'une manière générale, quand on va en Ukraine, et c'est toujours quelque chose qui est étonnant, on vit bien. C'est-à-dire que la moitié du pays, 80% du pays aujourd'hui n'est pas occupé. Les restaurants, pour certains, sont vraiment remplis. J'ai même été voir qu'il y avait des discothèques qui fonctionnaient. Alors ça ferme à 23h, mais néanmoins, il y a de la vie. Et par contre, quand vous allez faire votre essence, il y a encore des pompistes. Et dans les restaurants, il y a des serveurs. Il y a des vigiles dans les supermarchés, alors que l'insécurité est inexistante en Ukraine. Tous ces gens-là, on a envie de se dire, mais il faut les mobiliser, ces gens-là. Et le pays ne donne pas forcément l'impression d'être mobilisé. J'ai vu des voitures, les dernières Tesla classe S, qui passaient sur des gros camions pour être vendues. Ça, j'ai envie de le prendre pour l'armée, parce que je sais à quel point les militaires sont parfois en manque de moyens. Et donc, cette mobilisation matérielle et humaine, on a l'impression qu'elle n'est pas à 100% quand on est sur place. Mais oui, il faut que l'économie continue à tourner, parce qu'il faut payer ces gens derrière. Vous avez vu cette information dans un premier temps, des médias allemands ont relayé le fait que l'état-major ukrainien voulait pousser les Ukrainiens à l'étranger à venir signer pour dire on est là et on va se mobiliser. Puis ça a été démenti. Non, les médias allemands ont mal compris. Est-ce que vous pensez que dans le fond, il y avait une vérité de l'armée ukrainienne qui a dû rétropédaler parce qu'en fait, c'est un message qu'ils voudraient passer mais qu'ils ne peuvent pas parce que la population ne suivrait pas? Mais je pense que les Ukrainiens qui étaient à l'étranger au moment où la guerre a commencé, ils n'ont pas envie de rentrer tout simplement. Et les milliers de jeunes qui sortent de l'université en septembre dernier, en été dernier, ils n'avaient pas envie d'être mobilisés, donc ils se sont réinscrits sur des années supplémentaires d'études. Oui, il n'y a pas envie de se battre. Et puis comme il y a une normalité à l'arrière maintenant, où il y a juste un missile de temps en temps et on se cache parce qu'il y a une alerte aérienne, eh bien on n'a pas forcément envie de se dire qu'on va aussi s'engager en cette armée, puisque le front ne bouge pas. Depuis 1 an, le front n'a pas bougé, si ce n'est à la marge. Il faut se souvenir, automne 2022, les Ukrainiens ont repris 20 000 km². Depuis, il y a moins de 1000 km² qui a changé de main. Donc c'est absolument ridicule. Le front semble totalement figé et à l'arrière, ils ont une vie quasiment normale. Ouais, je précise que le président ukrainien, il a déclaré qu'il refuserait aussi de signer la loi sur la mobilisation des femmes. Je voudrais qu'on prenne le temps de parler de la Corée du Nord, parce que Kim Jong-un, cette semaine, il a mis à nouveau en garde les États-Unis. Le dirigeant nord-coréen a juré d'accélérer le développement nucléaire de son pays et il a mis en garde Washington contre toute, je cite, mauvaise décision. Il l'a fait alors que la veille, il a supervisé lui-même le lancement d'un missile balistique le plus puissant du pays. En tout cas, il est présenté comme tel. C'est ce qu'affirme
les médias officiels. Il faut quand même préciser la source. Mais malgré tout, il faut prendre un peu tout ça au sérieux parce qu'on passe beaucoup de temps à dire qu'il est fou, Kim Jong-un, mais il a l'air particulièrement en confiance et décomplexé. Avant, il n'arrivait pas à lancer. Maintenant, ça semble un peu plus concret. Il y a quelque chose qui se passe quand même du côté de la Corée du Nord. Mais c'est un pays qui profite, encore une fois, du soutien russe parce qu'il y a une volonté de déstabilisation mondiale de la part de la Russie. La Russie est derrière le Hamas, est derrière les attaques, est derrière la déstabilisation que ce soit en Iran, que ce soit en Corée du Nord également. Donc ce pays qui était totalement isolé, même par la Russie jusqu'à peu, maintenant que la Russie a besoin d'eux, eh bien évidemment, il y a du transfert de technologie. On sait par exemple que certaines technologies de moteurs ont été fournies par la Russie. La même chose d'ailleurs avec les avions de chasse qui vont être fournis à l'Iran prochainement. L'Iran va avoir de meilleurs avions de chasse parce qu'ils ont échangé leurs drones kamikazes contre les avions de chasse de dernière génération russe. On se souvient de l'image, c'était en septembre, la visite qui a duré plusieurs jours de Kim Jong-un. C'était spectaculaire. C'était en Russie auprès de Vladimir Poutine qui lui a fait la démonstration des pas de tir quasiment. Oui. Est-ce qu'au-delà des images, en fait, il s'est vraiment passé quelque chose? C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment le transfert de technologie qui permet, depuis ce moment-là, à la Corée du Nord de passer un palier largement au-dessus de celui qu'on connaissait. La Russie était en voie d'avoir une infériorité en termes d'artillerie. Donc ils ont échangé de nombreux obus, de millions d'obus, en échange de certaines technologies. C'est une certitude. Et ça fait des décennies que ça dure et que ça se développe. L'accélération des capacités spatiales, nucléaires et donc ICBM, missiles nucléaires, nord-coréen vient à 100% de Russie, il n'y a aucun doute. Mais donc vous publiez sur votre site Air et Cosmos un article cette semaine qui dit que l'US Air Force a espionné le tir du missile intercontinental nord-coréen. Donc c'est plus tout à fait opaque ce que fait la Corée du Nord. Ouais. Les États-Unis ont un œil sur ce qui se passe, on sait ce qui se passe. Le RC-135 Rivet Joint, le Cobra Ball, c'est un appareil qui avait une capacité déjà pendant la guerre froide de suivre les tests. Parce que pour qu'il n'y ait pas de surprise et pour pas qu'on se dise tiens, je suis en train de me faire attaquer, l'URSS et les États-Unis annonçaient quand ils allaient faire un test. Et donc, dans les deux sens, il y avait des moyens d'observation qui étaient déployés. Et ces moyens d'observation qu'on pensait complètement obsolètes et inutiles après la fin de la guerre froide, ils sont ressortis par les États-Unis pour voir la chaleur de la tête. Si la tête est trop chaude, ça veut dire qu'elle n'est pas capable de retomber. On sait aujourd'hui que c'est une faiblesse pour la Corée du Nord. A priori, ils savent tirer, ils savent faire tomber leurs missiles loin, à portée des États-Unis, de la Californie, mais a priori la chaleur de retombée est trop élevée et donc s'il y avait une bombe atomique à l'intérieur, elle se désintégrerait dans la rentrée. Mais il progresse dans les tuiles thermiques, etc. Donc aujourd'hui, il y a des inquiétudes et c'est pour ça que c'est important que les États-Unis puissent voir quel est le niveau réel de capacité. En même temps, les États-Unis développent également avec la Missile Defense Agency, donc ils ont une agence de dizaines de milliards d'euros. Le budget de l'armée française, chaque année, d'équipement, c'est juste pour le développement de la défense antimissile aux États-Unis. Donc c'est des proportions absolument gigantesques. Ils ont de l'argent. Simplement savoir où en sont les Coréens, c'est pour savoir s'ils doivent accélérer ou pas dans ce domaine. Alors, je voudrais finir avec ce qui se passe du côté de Taïwan, parce qu'on en sait un peu plus sur les coulisses de la visite de Xi Jinping à Biden il y a quelques semaines maintenant. Et en réalité, selon NBC, il a notamment dit, Xi Jinping, en fait, c'est simple, je vais réunir la Chine, donc avec Taïwan. Et puis, c'est pas une question de calendrier. Vous dites 2025, 2027. Moi, j'ai pas de date, mais je vais le faire, que ce soit clair. Est-ce que, on a vu d'ailleurs la tension augmenter ces derniers temps avec la marine chinoise, avec la Chine qui a une armée toujours plus importante. Est-ce que tout ça peut prendre une ampleur militaire majeure? À quel point faut-il s'en inquiéter? Avec quels moyens derrière? Pas avant une quinzaine d'années. D'accord. La Chine est totalement incapable de gagner une bataille navale, puis de prendre pied sur Taïwan. Aujourd'hui, la Chine est capable de mobiliser uniquement 40 000 hommes par jour vers Taïwan, avec ses moyens amphibies. 40 000 hommes par jour face à une armée qui fait des centaines de milliers d'hommes, qui est barricadée, qui est bien équipée, ça tient absolument pas. Surtout que Taïwan, de son côté, même s'il n'a pas la bombe atomique, développe des armes hypersoniques pour notamment être capable de viser le barrage des Trois Gorges, qui est un asset stratégique. Et là, ça fait des dizaines de millions de morts en Chine parce qu'ils auraient détruit un grand barrage. Donc c'est pas David et Goliath. C'est pas David et Goliath. Et là, on est sur un rapport du faible au fort, comme l'Ukraine face à la Russie, avec des moyens asymétriques, avec des drones kamikazes, avec des drones navals, avec des systèmes très perfectionnés comme l'hypersonique, qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas inquiet, en tout cas dans les 15 prochaines années, pour Taïwan. Militairement, ils ne peuvent pas. Qui trouve une solution politique pour se réunir comme Hong Kong ou les autres, je ne sais pas, mais militairement, en tout cas, si le Japon, la Corée du Sud,
et Taïwan reste uni avec les États-Unis comme c'est le cas aujourd'hui, la Chine est totalement incapable même de tenter une offensive. Il est 21h même, et j'ai promis à nos téléspectateurs, je l'ai dit, on va prendre la direction de Prague, puisqu'à Prague aujourd'hui un tireur a fait plus de 15 morts dans une université de la capitale tchèque avant d'être abattu. De nombreux blessés également signalés dans le bâtiment universitaire. Direction Prague donc pour retrouver Anna Kubica. Bonsoir et merci beaucoup.